Rappelle Static Shock? Tu oses me poser la question? En avril 2016, j'ai, comme à mon habitude, fait quelques mécontents en dénonçant la mauvaise qualité de la saison mal dessinée de Batman, La série. la saison, et à cette occasion, j'avais dit ceci. C'est très mauvais parce que c'est banal et traité comme si c'était exceptionnel, alors que plein de séries exceptionnelles sont traitées comme si elles étaient banales. Et j'avais illustré ce passage en mettant une image de Static Shock, car c'est bien de cette série que je parlais. Il nous a fallu des années pour parvenir à retrouver ce petit bijou qu'est Static Shock, alors même qu'il figurait sur notre liste prévisionnelle de sujets de vidéos dès les premiers mois de l'émission, et qui nous avait laissé un souvenir indélébile. Mais à part les quelques épisodes crossover avec d'autres héros d'ici, et encore en anglais et jamais deux fois au même endroit, pas moyen de mettre la main sur les épisodes de cette série. Ce n'est qu'au bout de plusieurs années qu'Internet a daigné la faire réapparaître. L'histoire ne dit pas si la remise du personnage au goût du jour dans Young Justice y est pour quelque chose, mais en tout cas, il était plus que temps. D'où le ton acerbe de ma remarque dans ma vidéo sur les nouvelles aventures de Batman. Je ne m'explique sincèrement pas le pourquoi du comment de la disparition de cet opus spécifique d'une franchise qui, elle, est restée omniprésente sur internet, l'univers animé d'ici. Et même indépendamment de la franchise à laquelle elle appartient, si Static Shock en tant que side super-héros n'est pas aussi artistique que Batman et pas aussi cérébral que Gargoyles, elle n'en est pas moins profonde et intelligente, et ce d'une manière inédite par rapport aux deux séries précédemment citées. Déjà, je suis incapable de nommer un troisième classique que je pourrais mettre sans douter au-dessus de Static Shock, qui non seulement n'a rien à envier à des séries plus inégales comme Spider-Man, X-Men Evolution, Superman ou la Ligue des Justiciers, mais qui a en outre une ambiance et un caractère inédits qui lui permettent de se démarquer de toutes les excellentes séries que je viens de citer, et justifie qu'on continue à s'en souvenir malgré sa longue disparition de la circulation. Il serait probablement vain de chercher une vraie explication. Débarrassons-nous de la théorie la plus évidente. Cette série a clairement un public cible très précis. Elle a clairement été faite avec la volonté de parler à la jeunesse, mais pas n'importe laquelle. La jeunesse noire des quartiers défavorisés dans les grandes villes américaines. On peut supposer que cette cible un peu trop restreinte a été un obstacle à la postérité de la série. Mais je n'y crois pas, car même si elle ne dissimule rien de sa volonté d'être une série éducative sur des faits de société vécus au quotidien par le jeune spectateur, elle ne néglige pas d'avoir de bons scénarios, des personnages sympathiques et des thèmes suffisamment universels pour parler à une démographie plus large que celle pour laquelle elle a été pensée. L'intention première a beau être encore plus évidente que celle de Foot de rue, les spectateurs qui ne font pas partie de la cible n'ont pas de raison de se sentir exclus. Donc je ne crois pas que ce soit là qu'on trouve l'explication rationnelle au fait que Static Shock ait disparu alors que tout le monde se souvient des nouvelles aventures de Batman. On peut également citer comme hypothèse évidente la popularité immense de Batman et la relative obscurité des BD statiques de Milestone Comics à l'époque, mais si je peux me permettre de hasarder une autre hypothèse, je soupçonne plutôt le dessin. Dans les premières saisons, il paie pas de mine. C'est loin d'être moche, mais les décors sont tout simples, sans texture, comme dans un cartoon. Ajoutons à ça que le personnage principal est un héros de type Spider-Man. Il n'arrête pas de jacter pendant qu'il combat les super-vilains et fait des blagues non-stop. Laissez-moi deviner, vous êtes enfant de cœur? Non, mais on va te chanter un beau requiem. Du coup, un spectateur non averti qui tombe sur la série par hasard pourrait s'imaginer qu'il s'agit d'un simple cartoon à vocation humoristique. Il faut prendre le temps de regarder l'épisode pour constater que malgré la gaieté et la vivacité de son personnage principal, la série n'est pas franchement légère. Oh, elle est quand même beaucoup moins sombre qu'elle pourrait l'être, compte tenu de son ambition de parler de délinquance juvénile, de pauvreté, de racisme, de réinsertion, de drogue, métaphoriquement mais quand même, de guerre des gangs, de victimes collatérales de fusillade, de dyslexie... De dyslexie ? De difficultés scolaires en fait, et d'afro-américanité. Tu l'as dit, elle a un public cible, la jeunesse noire et défavorisée des villes américaines. C'est la raison pour laquelle elle a des thèmes si variés, dont certains d'entre eux sont très durs, mais également pour laquelle elle ne les aborde pas de manière aussi sombre que le feraient d'autres séries. En effet, elle traite parfois ces thèmes de manière simple, sans faire plus de drama autour qu'il n'est nécessaire. Son approche est parfois un peu candide, et comme tu l'as dit, elle ne cherche vraiment pas à dissimuler sa volonté éducative, allant parfois jusqu'à se conclure sur un épilogue où le personnage brise le quatrième mur et fait une leçon de morale à la caméra façon série américaine des années 80, mais ce faisant, elle ne met pas d'emphase sur l'horreur et l'inacceptabilité des situations qu'elle met en scène. Elle en parle comme d'une réalité qui fait partie du quotidien de ses spectateurs, avec laquelle ils doivent composer, et propose des pistes de réflexion pour les gérer correctement. Nous insistons beaucoup sur le fait que le public cible est noir. La série est loin d'être aussi lourde que nous à ce sujet, mais c'est tout de même bien l'angle sous lequel les choses y sont spontanément abordées. Non seulement certains épisodes sont centrés sur la question de comment on sent quand on est noir, ou sur les racines africaines sur lesquelles on peut construire son identité, mais surtout, le propos de l'épisode au singulier sur le racisme n'est pas de démontrer aux spectateurs blancs que le racisme c'est mal, mais de démontrer aux spectateurs noirs que le racisme existe et qu'il ne faut pas se laisser abattre par cet état des choses.
Attention, c'est pas pour autant un message de conciliation, pas question de tolérer le racisme. Seulement, il faut savoir s'en protéger, et s'en protéger, ça passe par le fait d'accepter qu'il y a des gens qu'on ne pourra pas faire changer de mentalité avec des beaux discours. Mais qu'il faut quand même jamais dire jamais. Cependant, comme je disais, le spectateur blanc ne se sentira pas pour autant exclu devant la série, car elle ne se contente pas d'évoquer les sujets que nous venons de citer. En le faisant, elle n'oublie pas de raconter une véritable histoire. Intéressante parce qu'elle est une histoire, qui met en scène de bons personnages, captivants parce qu'ils sont de bons personnages, et d'accompagner ces messages éducatifs d'un propos universel qui parle à tout le monde. De ce fait, même si la jeunesse afro-américaine est son public principal, elle parle surtout à l'ensemble de la jeunesse défavorisée. Et elle lui parle bien. C'est peut-être pas aussi ambitieux et approfondi que Foot de rue de ce point de vue-là, mais soyons sérieux, c'est vraiment pas déshonorant d'être moins ambitieux et approfondi que Foot de rue de ce point de vue-là. À voir si c'est moins ambitieux et approfondi que Foot de rue. Mais pour pouvoir développer cette question, il va falloir entrer davantage dans les détails. Virgil Hawkins, jeune nerd premier de classe de la ville de Dakota, vit une vie ordinaire entre son père, sa sœur, son meilleur ami Richie, nerd premier de classe comme lui, le lycée, les filles, les brutes qui l'attendent à la sortie pour lui casser la figure, et l'avenant chef de gang du quartier qui essaye de le convaincre de rejoindre sa bande pour échapper aux brutes. La routine habituelle, quoi. Bien évidemment, Virgil, les brutes, ça lui plaît pas des masses. Mais l'alternative d'entrer dans un gang pour éviter les passages à tabac qui l'attendent au lycée, ça lui plaît encore moins. Il faut dire que sa mère, médecin urgentiste, a été tuée dans une fusillade déclenchée par une guerre de gang quelques années plus tôt, et Virgil a gardé de l'événement une puissante haine des armes et un profond dégoût pour la violence. Il essaye autant qu'il peut de repousser l'invitation, mais le chef de gang ne semble pas réceptif. Tu connais les hommes, ils croient que non veut dire oui et laisse tomber veut dire je t'aimerai toujours. Comprenant qu'il faut devenir un peu plus impérieux pour obliger Virgil à lui céder, ce chef de gang, non, nous ne dirons pas son prénom, ce personnage va disparaître dans un trou du scénario avant que vous n'ayez eu le temps de le retenir, lui fixe un rendez-vous la nuit dans un entrepôt des docks pour participer à un affrontement entre bandes de jeunes façon West Side Story. Virgil s'y rend dans l'espoir de pouvoir mettre les choses au clair et faire accepter son refus une bonne fois pour toutes. Ça fonctionne pas trop. Dites-moi, quand je dis non, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est pas comme s'il pouvait s'en tirer facilement non plus. Sous ses deurs amicaux, le chef de gang qui l'entraîne là-dedans est quand même un chef de gang, et entrer en conflit ouvert avec lui n'est franchement pas une bonne idée. Bref, malgré sa volonté de rester à l'écart et malgré ses bons réflexes, Virgil se retrouve au milieu d'une bagarre, promptement interrompue par la police qui a au fait de lancer quelques grenades lacrymogènes dans le but de disperser les belligérants. L'une d'elles endommage un des conteneurs de produits toxiques qui se trouvaient entreposés là, et un gaz aux propriétés inconnues se répand aux alentours. L'effet est immédiat. Ceux qui sont les plus proches du conteneur explosé tombent à genoux et leur corps subit des transformations radicales. Leurs compagnons paniquent, tentent de s'enfuir, mais sont rattrapés par le gaz et subissent le même type de transformation. A noter que c'est la toute dernière fois que nous voyons le chef de gang qui a voulu recruter Virgil. Mais il est peut-être mort. Exposé comme tout le monde, mais s'étant trouvé légèrement plus loin des conteneurs au moment de l'explosion et ne présentant aucun symptôme visible immédiat, Virgil parvient à s'enfuir sans se faire attraper par la police. Il découvre les effets du gaz sur lui que le lendemain et tout excité s'empresse de les montrer à Richie. Il a désormais la capacité de manipuler l'électricité statique. En bon nerd, Richie et Virgil ont toutes les connaissances qu'il faut en physique et en physique de comics pour trouver spontanément des applications marrantes à ses pouvoirs. Et en nerd bon, ils ont spontanément l'idée d'en faire l'outil de travail d'un super-héros. Effectivement, la vague de supercriminalité qui va déferler sur Dakota suite à l'incident survenu au dock n'a aucune part dans la motivation de Virgil pour devenir justicier. Il a juste immédiatement l'idée que les super-pouvoirs, ça sert à être un super-héros. On ne le réalise pas forcément en les voyant s'amuser à faire léviter des voitures ou faire des essayages de costumes, mais Richie et Virgil ont un sens exceptionnel des responsabilités, en tout cas des responsabilités qui incombent à celui qui gagne des pouvoirs. Par exceptionnel, entendez que très peu des autres adolescents exposés vont avoir la même réaction que Virgil. La plupart vont commencer par paniquer. Notez d'ailleurs également que Virgil est d'un exceptionnel sang-froid devant les phénomènes surnaturels. Étant calé en sciences, il a les connaissances nécessaires pour analyser la situation, et il est suffisamment raisonnable pour aller voir le médecin pour s'assurer que tout va bien. Mais pas assez pour expliquer aux 10 médecins quel est le problème, se contentant de parler à mots couverts, ce qui amène le médecin à conclure qu'on parle de relations sexuelles non protégées. Ces transformations dont tu me parles, est-ce que par hasard, ils ne concerneraient pas, disons, une autre personne? Plusieurs. Est-ce que ton père est au courant de ça? Non, et il ne faut pas. On a vu des ados plus précoces. Et le médecin est quand même tenu de poser la question. Bon, c'est pas comme si l'ambiance se prêtait à inquiéter son médecin en lui donnant tous les détails. Les rescapés de l'incident des docks ont été hospitalisés sur le moment, mais les médecins sont complètement dépassés par les effets du gaz sur leur corps. D'autant qu'on leur amène sans cesse de nouveaux patients. Non seulement le gaz, avant de se dissoudre dans l'atmosphère, a eu le temps de se répandre dans plusieurs quartiers autour des docks, mais toutes les personnes exposées ne développent pas des symptômes immédiatement. Certaines ne se découvriront des pouvoirs qu'au bout de plusieurs mois. Et en attendant, on ne peut pas traîner dans la moindre salle de jeu après les cours sans tomber sur quelqu'un en train de faire une crise et de se transformer.
Autant dire que le monde médical est en effervescence, la population panique, et la presse a au fait faire un papier sur l'incident qu'elle surnomme le Big Bang en VO, et en VF ça varie selon les épisodes. Non, l'événement en lui-même est appelé la grande contamination, et on l'évoque trop peu par la suite pour qu'il y ait des incohérences de traduction. Ce sont les adolescents exposés, qui sont surnommés en VO The Bang Babies, ce qui est traduit selon l'épisode soit par les contaminés, soit par les enfants du chaos. On suppose que chaos aurait dû être la traduction de Big Bang. Ils auraient dû garder Big Bang, c'était très transparent. C'est enfants au sens de fils et filles, mais il se trouve que ces enfants du chaos sont quasiment tous des adolescents. On sait que le gaz peut aussi transformer les adultes, on finira plus tard dans la série par rencontrer un vieux SDF contaminé, mais la majorité sont jeunes, la vingtaine maximum. Il est très probable que les seuls adultes dehors près des docks au moment de l'explosion devaient être des policiers munis de masques à gaz. La seule population susceptible d'être contaminée était une jeunesse suffisamment paumée et livrée à elle-même pour qu'on la laisse traîner dehors à cette heure. Et c'est cette population qui se retrouve avec des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Pouvoir qui s'accompagne chez certains, et chez beaucoup même, d'une transformation physique qui condamne le contaminé à vivre en marge de la société. Autant dire qu'il ne reste plus beaucoup d'autres options à ces pauvres gosses à part la supercriminalité. Certains sont de toute façon ravis de vivre comme ça, libres de jouir sans entrave et maîtres absolus, mais d'autres manifestent clairement que s'ils avaient la possibilité de vivre une vie normale, ils le feraient. Ajoutons à ça que le gaz a parfois des effets psychotropes sur les individus contaminés et les rend plus violents qu'ils ne l'étaient avant leur contamination. D'autres gardent leur libre arbitre, mais doivent résister à la tentation naturelle d'utiliser leur pouvoir pour se venger d'une société qui les a maltraités. Presque tous deviennent des super vilains, au moins dans un premier temps. Tous sauf Virgile qui, donc, prend le nom de Statique et devient un super-héros. Nous avons donc la matière de base pour écrire des histoires sur le destin et sur le libre arbitre, des histoires sur combien la société peut écraser un individu et le condamner à une criminalité dont il se passerait s'il avait le choix, des histoires sur la nécessité de laisser une chance à ceux qui sont différents, des histoires sur le pouvoir qui corrompt, des histoires sur la solitude et l'absence de repères, des histoires sur la solidarité... Mais bon, avoir une amorce prometteuse, ce n'est pas tout. Il y a des séries qui partent sur de bons concepts de base et n'en font rien de transcendant. Croyez-nous, Static Shock sera à la hauteur de ses promesses. Chacun des thèmes que je viens d'évoquer sera exploré de manière satisfaisante. C'est incontestable. Mais à côté de ça, on peut être surpris de découvrir quels aspects scénaristiques la série choisit de ne pas développer. Par exemple, notre résumé ne l'ayant pas précisé, vous vous demandez sans doute d'où il sort ce gaz aux effets mystérieux qui a créé tous ces super vilains. Rien de très original. Il était développé dans une assez relative clandestinité par les laboratoires de recherche d'un grand groupe industriel et était entreposé là en attendant livraison au laboratoire principal de Dakota pour des recherches plus approfondies. A priori, on est dans une histoire classique d'entrepreneurs peu scrupuleux qui développent un produit dangereux sans respecter les normes de sécurité en vigueur concernant le développement, le transport et le stockage du dit produit dangereux. On a déjà vu ça dans l'univers animé d'ici, et on s'attend à ce que le riche industriel à l'origine du sinistre, Edwin Alva, se lance dans de grandes manœuvres politico-criminelles pour dissimuler l'implication de son entreprise dans l'incident, et que ça devienne la base d'une proportion non négligeable des épisodes de la série. Mais vraiment, ça intéressait plus les scénaristes de parler de la misère des contaminés que de parler des complots au sommet. Du coup, on verra bien Alva verser quelques pots de vin à Madame le maire pour éviter les ennuis au tout début de la série, et manifester son indifférence quant au sort des victimes de son gaz, mais le développement de celui-ci n'étant finalement pas prohibé, apparemment, il ne sera pas ennuyé par la justice à ce sujet. Oh, il ne faut pas croire que la série ne fait rien de ce méchant. Il continue à faire des recherches sur les utilisations possibles de son gaz, et comme le respect des lois et des personnes ne l'étouffe pas, il paiera quand même des gens pour capturer Static, qui de surcroît a tenté d'exposer ses malversations dans les premiers épisodes, histoire d'avoir un cobaye à étudier. Mais assez rapidement, ces manœuvres vont se retourner contre lui quand son propre fils se retrouve victime de son gaz, et toute son énergie va se retrouver investie dans la recherche d'un remède. Autant dire qu'à partir de ce point, même s'il continue de temps en temps à faire acte de super vilainie pour sauver son fils changé en pierre, son rôle dans la série va se résumer à être le personnage antipathique que Static devra malgré tout aider et protéger de temps en temps quand un super vilain veut lui demander des comptes. Parce qu'aider les gens en difficulté, même les entrepreneurs pourris jusqu'à l'os et sans scrupules, est la chose juste à faire quand on est un héros. A noter qu'il n'aura jamais de rédemption pour autant. Ça reste le connard à l'origine de tout ce bordel, mais qu'on n'a plus de raison d'arrêter, à condition qu'il se tienne à carreau pour soigner son fils. C'est ni bien ni mal comme choix de scénario, mais c'est très atypique et c'est représentatif de ce qui intéresse la série et de ce qui ne l'intéresse pas. L'homme riche qui a une crise de conscience quand sa propre famille est victime de ses exactions, ça ne l'intéresse pas. Des gamins obligés de vivre dans le métro parce qu'ils se sont retrouvés handicapés suite à une catastrophe, ça l'intéresse. Et comme elle ne néglige pour autant aucun aspect scénaristique et prend la peine de nous donner de bonnes raisons narratives et esthétiques de se focaliser sur un sujet plutôt que sur un autre, on ne ressent pas de frustration. Du coup, on en revient à la question du public cible, car c'est clairement le facteur qui détermine les aspects que la série choisit de mettre en avant et ceux qu'elle choisit de négliger. Quand on dit que la série n'est pas aussi lourde que nous sur le fait qu'elle est destinée aux Afro-Américains, c'est parce qu'elle ne parle pas plus que ça au final du fait d'être Afro-Américain.
c'est le sujet central de seulement une poignée d'épisodes. Elle a simplement un point de vue afro-américain dans sa façon de présenter les choses. Ce point de vue est naturel et spontané, donc discret, mais quand on y réfléchit à deux fois, on se rend compte qu'effectivement, certains éléments nous sont présentés sans plus d'explication, comme s'il fallait avoir la culture adéquate pour suivre la série. Par exemple, on nous présente le fait de fuir la police comme une très grosse bêtise, même et surtout quand on n'a rien à se reprocher. Dans un épisode, la police cherche des jeunes ayant fait main basse sur un échantillon particulièrement concentré du gaz qui a provoqué la contamination. Les policiers fouillent donc tous les adolescents ayant un sac assez grand pour dissimuler l'échantillon. Virgile a un sac, bien sûr, il s'en sert pour ranger son costume. Autant dire qu'il ne peut pas permettre à la police de le fouiller. Il s'enfuit donc. Manque de bol, la policière à qui il a échappé est la nouvelle petite amie de son père. Ce qui fait que ce dernier entre dans une colère noire en apprenant que Virgile a fui un contrôle de police. Dans une autre série, l'enjeu deviendrait de donner au père une justification crédible, du genre j'ai fui parce que j'avais des revues porno ou des capotes dans mon sac et j'ai eu un moment de panique. Pas là, parce qu'au final, ce n'est pas la question de pourquoi Virgile a fui qui tracasse son père. Le fait qu'il ait fui est en soi un problème, quelle qu'en soit la raison. Et on ne nous expliquera pas pourquoi. Parce que ça tombe sous le sens pour tous les personnages. Fuir un contrôle de police est vraisemblablement la plus grosse bêtise que ces personnages puissent faire. On suppose que dans ce quartier, les contrôles aux faciès sont réguliers et que les jeunes y ont intégré que résister à la police au seul motif qu'on n'a rien fait est le meilleur moyen d'avoir plus d'ennuis qu'on en mérite. Mais ce ne sera pas dit explicitement. La série s'attend à ce que le spectateur le comprenne spontanément sans qu'il y ait besoin de s'étendre là-dessus. N'ayant jamais été un adolescent afro-américain qui vit dans un quartier défavorisé, je ne peux que faire des théories à ce sujet, mais j'imagine que la raison derrière cette mise en scène évasive est que, comme Virgile, le spectateur vit dans un quartier où les contrôles aux faciès sont réguliers et doivent être accueillis avec prudence. Au-delà des détails scénaristiques qui sont mis là sans explication parce que destinés à un public qui n'a pas besoin qu'on les leur explique, la mise en scène comporte tout un tas d'éléments qui lui donnent une ambiance particulière, qui a vraiment l'air destinée à renforcer la connivence avec le public cible. Le plus marquant est la musique. L'ambiance sonore est comparable à celle de Foot de rue, probablement pour les mêmes raisons, et à partir de la saison 2, il y a des chansons. Vous savez que je me plains tout le temps quand l'ambiance musicale est constituée de chansons plutôt que d'instrumentaux. Mais je dois admettre qu'ici, c'est efficace. Les chansons ne se fondent pas dans la scène aussi bien que dans Funky Cops, mais vraiment, ça marche. Comme on a dit, le fait d'être afro-américain est assez rarement le sujet principal de l'épisode. Il l'est surtout dans un épisode où Static fait un voyage en Afrique avec sa famille. Il y a quelques bizarreries dans cet épisode, si on est regardant. Le fait que Virgile confie à Richie son soulagement de ne plus être le seul noir parmi les blancs, alors qu'il vit dans un quartier où la population est majoritairement noire, bon, passe encore. Je veux bien croire que ça n'empêche pas de ressentir un certain malaise, surtout quand on sait qu'il y a eu un épisode sur le racisme plus tôt dans la série. Le fait que Static se présente dans cet épisode comme le seul super-héros noir, alors qu'on découvrira plus tard qu'il a eu un prédécesseur dans le passé de cet univers, et qu'à ce stade il fait partie de l'univers animé d'ici, où il y a déjà John Stewart, Steel, et peut-être Vixen et Mister Terrific, passe encore aussi. Ces héros ne sont peut-être pas aussi connus que ça du grand public. Ce qui me fait surtout tiquer, c'est Monsieur Hawkins qui prétend que le Ghana est leur pays natal. Le sien, celui de sa femme, celui de ses enfants, on sait pas, il le précise pas. Je veux bien croire que la famille Hawkins est arrivée aux États-Unis il y a moins de 14 ans, mais si c'est le cas, ça aurait pu être davantage évoqué dans le reste de la série, où il a toujours été prétendu au contraire que Virgile et Richie se connaissent depuis leur plus petite enfance. Et surtout, ça pourrait être davantage détaillé, car formulé de cette manière métaphorique, ça donne l'impression que les auteurs du dialogue sont persuadés que tous les Noirs naissent en Afrique avant d'être répartis par téléportation dans le reste du monde. En tout cas, c'est essentialisant, alors que ça n'en a vraisemblablement pas la volonté. À part ces trois petits détails, l'épisode est intéressant, introduit un personnage secondaire très classe, et à l'issue de cet épisode, les personnages évoqueront de temps en temps ce que ce voyage en Afrique leur a apporté en termes de développement personnel et de construction de leur identité. Ceci étant posé, le sujet ne sera pas davantage traité. Le focus sera mis sur la survie de jeunes défavorisés dans les bas quartiers d'une ville américaine, exactement comme dans Foot de rue. Je me risquerais à supposer que le projet Static Shock est similaire à celui de Foot de rue, et que si la question d'être noir est importante dans Static Shock alors qu'elle ne l'est pas dans Foot de rue, c'est parce que Static Shock est une série américaine, produit d'une société dont l'idéal est celui d'un multiculturalisme épanoui envers et contre les rapports de domination, et que Foot de rue est une série française qui promeut l'universel par-delà les différences d'origine et malgré l'intolérance et les discriminations.
Quoi qu'il en soit, la série ne cache pas son ambition d'avoir un message, même d'en avoir plusieurs. En conséquence, elle ne dissimule pas son côté éducatif, et elle ne se sent pas tenue de les glisser subtilement et discrètement au détour des scénarios. D'après la dernière enquête du gouvernement, notre pays compte plus de 7 millions de sans-abri. Et près d'1 million d'entre eux sont des enfants de ton âge, voire plus jeunes, seuls dans les rues, abandonnés à eux-mêmes. Certes, elle ne vise ni la subtilité de Tabaluga, ni la richesse de Franklin de ce point de vue-là. Mais tout assumée qu'elle soit, ces leçons sont loin d'avoir la lourdeur d'un Sonic va vous causer. Bon, ces histoires éducatives sont parfois un peu candides, et parfois un peu plaquées de force sur les personnages, et il arrive une fois que par projet, ça ne serve à rien qu'un super-héros soit impliqué. Ajoutons que son isolement du reste de la continuité fait que du coup l'épisode en question n'a pas la résolution et les conséquences qu'on voudrait. Mais tout de même, il faut relever que ce sont des bonnes histoires qui arrivent à l'être malgré le fait que les auteurs n'ont pas choisi de préférer le scénario au message. Je pense que ça mérite d'être relevé comme une qualité rare. À relever également que malgré cette volonté de parler de manière descriptive et réaliste de problèmes réels du monde réel, les personnages sont gentils, intelligents et inspirants. Ça attire particulièrement mon attention, vu que ça apporte un éclairage nouveau à l'opposition entre les démarches scénaristiques de Marvel et de DC. Habituellement, les comics Marvel campent des personnages petits humainement et manquant de hauteur de vue dans le but avoué d'être réalistes. C'est leur marque de fabrique et leur argument de vente, du coup à force on a tendance à se dire que quand on veut faire de la docu-fiction, on n'a pas le choix, il faut le faire façon Marvel. Mais les problèmes de société dans Static, même ceux qui sont des métaphores à la X-Men, sont décrits de manière aussi réaliste que possible sans qu'il soit nécessaire pour ça de faire de Static ou de son entourage une bande de crétins à la Marvel. Il y a des chances que Static plaise aux fans de Marvel malgré le fait que Virgil et Richie soient d'adorables garçons intelligents et gentils. Comme dit précédemment, notre héros Static fait beaucoup penser à Spider-Man, qui est lui-même un personnage très positif et blagueur malgré sa vie de merde. Et la série Static Shock fait beaucoup penser à du Spider-Man, que ce soit du point de vue des dilemmes personnels auxquels les gentils sont confrontés, ou de celui des super vilains, principalement des enfants du chaos comme vous vous en doutez, mais pas que, qui ont un style très Spider-Manien, en ce sens qu'ils sont hauts en couleur mais pas fascinants individuellement comme des méchants de Batman, c'est leur diversité qui fascine. Mais d'où ils sortent tous ces types? La différence avec Spider-Man réside dans le comportement des personnages secondaires, principalement ceux qui ne sont ni des super-héros ni des super-vilains. Là où ceux de Spider-Man, comics comme série animée, se caractérisent par l'étroitesse d'esprit qui leur fait voir ce qu'ils ont envie de voir, par exemple que Spider-Man est un criminel malgré toutes les preuves du contraire, le point de vue du père de Virgile sur Static, quoique réservé, essaye réellement d'être objectif. Les personnages sont loin d'être infaillibles et peuvent commettre des erreurs de jugement lourdes de conséquences, mais ils se forgent des opinions et prennent des décisions inspirées le plus souvent par des considérations abstraites et générales, ce qui permet à la série de rester idéaliste. Donc on est dans la description, mais on est quand même bien dans DC. Ok, il n'était pas prévu au début qu'elle soit intégrée au même univers animé que les séries Batman et Superman, mais il n'y a pas eu besoin de trop d'ajustements pour l'y insérer. De toute façon, on est bien dans DC parce que... En direct de Toys Palooza, c'était Shelly Sandoval. Très drôle. Mais sinon, une autre conséquence du fait que la série n'a pas l'intention de dissimuler sa dimension éducative, c'est celle qu'on évoquait tout à l'heure. Elle s'autorise des thèmes audacieux, et quand elle en passe un sous silence, c'est parce qu'il ne l'intéresse pas. On ne peut pas dire que ces thèmes soient abordés sans précaution oratoire et sémantique, c'est une série pour la jeunesse et les parties éducatives sont destinées aux enfants, mais il n'y a pas vraiment d'autocensure dans le choix des sujets. La série part du principe que les jeunes qui la regardent ne comprendront les choses que si on les leur explique très clairement, mais elle ne part pas non plus du principe qu'il y a des sujets dont on ne peut pas ou ne doit pas leur parler. Bon, bien sûr, le dialogue sur les rapports sexuels non protégés qu'on évoquait tout à l'heure est tout en sous-entendu et n'est compréhensible que par quelqu'un qui serait déjà concerné par le sujet. C'est dans l'un des tout premiers épisodes et ça ne m'étonne pas avec le reste. Pas même avec les passages où Static s'adresse directement au public comme dans un Sonic va vous causer. Car même dans ces moments-là, Static Shock manifeste toujours de l'estime pour son public. Et c'est pour ça que même ces séquences ne sont pas indécemment lourdes, ni la simplicité des explications vexantes pour un public averti. Une fois qu'on a relevé et accepté le côté éducatif, ça reste une série de super-héros avec des thèmes de séries de super-héros. Ça les mêmes principalement. L'intrigue principale de chaque épisode ressemble fort à ce qu'on trouve couramment dans Superman, l'ange de Métropolis. On y trouve des grandes leçons typiques des séries de super-héros sur le libre arbitre, le fait de vivre avec sa différence, et ça c'est déjà plus que ce qu'on peut dire de Batman, la rédemption. Oui bon, un personnage a une rédemption. Les autres sont surtout des gens qu'on empêche in extremis de devenir des super vilains, ou qui cessent d'être méchants en perdant leur pouvoir. Certes, mais le personnage qui se repent alors qu'il a toujours ses super pouvoirs, on se contente pas d'une promesse comme quoi il pourra se repentir, comme Harley Quinn dans Batman. On assiste vraiment à sa vie une fois qu'il a payé sa dette envers la société et choisi de devenir un super-héros aux côtés de Static. Et il ne reviendra jamais sur ce choix, malgré la méfiance excessive dont Static lui-même fait preuve à son égard. Cette série croit vraiment en la rédemption. Où j'en étais ? Ah oui, les grands thèmes globaux sont ceux d'une série de super-héros.
En fait, cette série, c'est principalement une série de super-héros tendance Spider-Man, à laquelle on a greffé un aspect docu-fiction éducatif à destination de la jeunesse noire des bas quartiers, parce que c'était possible sans saboter le concept super-héros. Le fait d'être une série éducative et le fait d'être une série de super-héros, ce sont les deux aspects principaux de ce dessin animé, qui assume ces deux tendances jusqu'au bout sans jamais en négliger une plus que l'autre. Plus exactement, tous les épisodes sont des épisodes de super-héros, et une grande proportion sont en plus éducatifs à plus ou moins forte dose. Je parlais tout à l'heure d'un épisode où ça servait à rien que le personnage principal soit un super-héros, parce que c'est en tant qu'adolescent ordinaire qui peut sensibiliser le spectateur à la question du jour. Mais au final, ça n'arrive qu'une fois. Le reste du temps, la série n'oublie jamais d'utiliser la recette du super-héroïsme comme ingrédient principal. À part le côté éducatif et le super-héroïsme, ce que cette série a beaucoup, c'est des crossovers. Sérieusement, si je vous dis qu'un épisode sur 3 est un crossover, j'exagère à peine. Et attention, je ne parle pas juste des nombreux crossovers avec les héros d'ici qui ont eu lieu après l'intégration de la série dans l'univers animé d'ici. Il y a aussi et surtout des crossovers avec des célébrités réelles de la vraie vie. Ça, j'ai cru comprendre que c'était quelque chose de régulier dans les fictions éducatives. J'ajoute, puisqu'on est sur cette comparaison depuis le début de la vidéo, que l'épisode de Nicolas Anelka dans la saison 3 de Foot de rue est justement un de ceux portant sur l'incorporation de filles dans les équipes, donc l'un des plus éducatifs. Sauf que dans Static Shock, les épisodes de célébrité ne sont pas toujours les mêmes que les épisodes éducatifs. La plupart du temps, l'introduction de la guest star dans l'épisode sert surtout à lui faire jouer un rôle de Marissou. Marissou, n'exagérons rien. Le scénario est toujours très à l'avantage de la star, mais c'est pas comme si elle en faisait un chevalier en armure qui défend le monde avec ses pouvoirs, ça compte pas. Comment des super champions de basket comme vous ont pu se transformer en super-héros? Parce qu'on a les compétences et la force requises pour faire fonctionner ces combinaisons bioniques. À supposer que les agents de ces célébrités aient cherché un dessin animé dans lequel ils pouvaient apparaître pour donner une image positive d'eux-mêmes, il n'y avait pas de série animée plus appropriée que Static Shock, vu qu'elle allie à la fois un côté réaliste et des personnages suffisamment sympathiques et inspirants pour servir de modèle. Et puis, tu noteras que parmi les crossovers, il y en a avec des super-héros inventés pour la série. Je me présente, Anansi, l'araignée, toujours à votre service. Je crois qu'Anansi, en plus d'être issu du folklore ouest-africain, est un personnage des comics Vixen. Ouais, si j'en crois Google Images, il a cette tête-là dans Vixen. Rien à voir. De toute façon, ces crossovers sont généralement bons. Les épisodes de Static Shock sont généralement bons. Il y en a très peu qu'on peut qualifier de faiblards, et même le plus faiblard est rarement crétin au point d'être insupportable. En outre, la série a beau durer 4 saisons et subir en cours de route une subtile modification graphique visant à l'homogénéiser avec la Ligue des Justiciers, elle reste d'une qualité assez constante. Il n'y a pas de perte de souffle ou de dégradation. Tout au plus, on se fait la réflexion que Static fait moins de blagues pendant la saison 2, et que les épisodes semblent légèrement moins inspirés, comme si les auteurs se reposaient sur leur laurier. Mais au final, jusqu'à la dernière saison, on trouve des épisodes qu'on a plaisir à voir et revoir. En effet, et ce sentiment d'homogénéité est renforcé par le fait que la série ne néglige pas la cohérence, même sur des détails pointus. Ici, par exemple, nous assistons au flashback de comment un des enfants du chaos a été contaminé. Un SDF est présent dans la scène. Eh bien, figurez-vous que ce SDF est le futur méchant d'un futur épisode. On ne reverra pas le flashback dans l'épisode en question, c'est juste lui. Ce genre de détail est impressionnant, mais il n'y en a pas tant que ça dans l'ensemble, et la série a quand même des impensés. Pas des impensés, des négligences. On vous a dit que quand un thème n'intéressait pas la série, elle ne l'abordait pas. Dans le même état d'esprit, quand quelque chose cesse de l'intéresser, elle n'a aucun scrupule à le laisser tomber ou le transformer en autre chose. Et un sujet qui ne l'intéressait franchement pas, c'est la vie amoureuse de Virgile. Il commence la série en étant secrètement amoureux d'une nommée Frida, qu'on campe tout de suite comme un peu antipathique parce qu'elle hésite entre 3 garçons dont Virgile ne fait pas partie, mais qu'on rend intéressante en faisant une reporter en herbe avec tout un tas de convictions et d'ambitions, du courage, une bonne capacité d'analyse des situations et les bons réflexes en cas de crise. Mais soit ils se sont rendus compte que ça faisait trop ersatz de Lois Lane, soit on leur a fait des retours mécontents. En tout cas, ce personnage est rapidement laissé en arrière-plan et n'apparaît plus que pour faire le Jack William Dalton dans les scènes de civils à sauver. Virgile rencontre donc une deuxième fille, Daisy, surdouée comme lui, et qui a tout le potentiel pour devenir une parfaite petite amie de super-héros. Comme Frida, elle a du courage, de la proactivité, l'intelligence des situations et les bons réflexes, à quoi elle ajoute ses compétences en sciences qui pourraient éventuellement se montrer utiles au scénario. Et surtout, contrairement à Frida, dans les premiers épisodes où Daisy apparaît, les sentiments de Virgile pour elle sont clairement réciproques. Plus que réciproques, Daisy est soucieuse du bien-être de Virgile au point de l'encourager même dans ses passe-temps qu'elle ne comprend pas, et de préférer que Virgile se réconcilie avec son meilleur ami plutôt que de profiter de leur premier encart. Il y a vraiment là tout le potentiel pour une intrigue amoureuse plaisante, mais cette amorce prometteuse tombe dans un trou du scénario.
À la saison 2, out of nowhere, on apprend que Daisy est amoureuse de Static, pas de Virgile, alors que ça n'a jamais été amorcé avant et que les dialogues donnaient plutôt l'impression contraire. Puis, la série oubliant que Virgile et Daisy se sont rencontrés dans un institut pour surdoués, et oubliant carrément qu'ils sont surdoués tous les deux, Daisy se transforme en Frida Abyss et est reléguée aux mêmes activités d'arrière-plan que cette dernière. Littéralement, vu qu'à partir de ce stade, ces deux-là traînent tout le temps ensemble. On a le sentiment que la série s'est crue tenue de mettre une love interest à Virgile, mais a finalement négligé cette sous-intrigue en considérant que les intrigues amoureuses, c'est pas intéressant. Ce qui est vrai. Quoi? Ben en fait, tu as peut-être raison. Peut-être que le public cible ne s'intéresse pas aux intrigues amoureuses. Et même moi, qui les adore, j'admets que ce que la série a à proposer d'autre est bien plus intéressant que de savoir si Virgile finit avec Frida ou Daisy. Le truc qui est vraiment dommage dans cette histoire, c'est que les compétences scientifiques de Virgile tombent dans le même trou du scénario que son histoire d'amour avec Daisy. Vers la fin de la série, on oublie que c'était un héros à la Spider-Man. Pas en ce sens qu'il fait des blagues non-stop pendant les scènes de baston, quoique, comme on a déjà dit, mais en ce sens que c'est un génie scientifique qui sait aussi bien utiliser ses connaissances que ses pouvoirs pour faire correctement son boulot de super-héros. C'est pourtant assez frappant dans le début de la série. Il apprend à maîtriser ses pouvoirs avant les autres enfants du chaos, et vachement bien en plus. Parce qu'il a un bon niveau en science, il est capable d'analyser la situation et de trouver des applications One Pieciennes à son pouvoir. Du coup, quand il inverse la polarité, ça a plus de sens que la plupart du temps dans la fiction. Tu connais l'inversion de charge? Ça inverse la polarité. L'autre truc qu'il fait super vite et efficacement quand même, c'est concevoir son costume. Pour un truc bricolé à la va-vite avec les vêtements trouvés dans son placard, ça rend très bien. Bon, comme souvent, on se demande comment il réussit à garder son anonymat alors qu'il a une coupe de cheveux aussi reconnaissable. Et son logo rappelle furieusement celui des cigares du pharaon. Mais chouette costume tout de même, on se demande pourquoi il en change à la saison 3. On se demande aussi pourquoi il a une transformation de Magical Girl quand il se change, vu que c'est un vrai costume qu'il enfile. Oui, je sais que c'est une convention graphique et que ça n'arrive pas réellement dans l'histoire. C'était une blague. À part quand les besoins du scénario imposent qu'il soit un peu crétin, Static est un garçon mature, intelligent et bon. Il est assez lucide pour ne pas repousser brutalement les invitations à rejoindre des gangs, mais il est tout de même très soucieux d'être raisonnable et respectueux des lois. Même pour une enquête, il manifestera des scrupules à entrer quelque part par effraction. Il est également suffisamment ouvert d'esprit pour essayer de raisonner ses adversaires avant de les affronter. Le fait qu'il soit adolescent sert principalement à justifier son comportement un peu foufou et vantard dans l'action, et la légèreté avec laquelle il fait face aux situations les plus graves. Cette légèreté, il peut se la permettre parce qu'il n'est pas seul dans son activité. Il peut toujours compter sur le soutien de Richie. À ce sujet, on a évoqué le fait qu'il y avait peu d'épisodes faiblards. En fait, voilà. La recette pour faire un épisode faiblard est de trouver un prétexte à la con pour faire se disputer Virgile et Richie. Ça arrive 2 ou 3 fois et c'est tout. Dans les premières saisons, Richie sert surtout d'opérateur à la manière de Jérémy dans... C'est un truc de blond à lunettes visiblement. Surdoué comme Virgile, quoiqu'initialement moins que Virgile, notez, avec en plus un talent de bricoleur, Richie fournit Static en gadgets bien pratiques. La sophistication de ces gadgets finit par être un peu trop invraisemblable pour un collégien normal, fut-il surdoué. Donc la série finit par déclarer que les résidus de gaz encore accrochés aux vêtements de Virgile lors de ses premières retrouvailles avec Richie le lendemain du Big Bang a en fait contaminé Richie, lui donnant une super intelligence qui s'est développée progressivement au fil de la série, jusqu'à atteindre un stade où elle peut lui faire inventer tout et n'importe quoi. À partir de ce point, Richie se fabrique un équipement de super-héros exigeant pour être contrôlé parfaitement, une vivacité intellectuelle que lui seul possède, et accompagne Static sur le terrain en prenant le nom de Gear. Static, content de vous voir. Qui est-ce? Lui c'est... Gear est mon nom, la technologie ma passion. Tenez, voici ma carte. Ça peut servir? Oui, les nouveaux super-héros se présentent à la presse dans cette ville, et font des opérations de communication pour signaler qu'ils commencent une activité de super-héroïsme. Ils peuvent même être recrutés pour des tournages de clips ou des émissions de télé-réalité. Et non, personne n'en profite pour essayer de les démasquer. Ne demandez pas, c'est un univers où avoir des super-pouvoirs est une banalité. Mais qui sont ces gens, au juste, hein? Des méta-humains. Cette ville regorge de ces super-criminels, c'est typique d'ici. Est-ce que c'est un problème? Le rapport entre Static et les autorités compétentes est assez peu évoqué dans la série, mais a priori, contrairement à ce qui se passe la plupart du temps dans ce genre d'histoire, elles ne sont que trop heureuses de constater que certains enfants du chaos utilisent leur pouvoir pour aider plutôt que de foutre le bordel comme leurs semblables, et par conséquent, un accord tacite de non-démasquage existe entre la population et les héros, qui sont accueillis à bras ouverts par la police sur les lieux des crimes. Quoi qu'il en soit, Richie a un caractère assez similaire à celui de Virgile.
juste assez léger pour avoir l'air d'un adolescent normal, mais plutôt responsable et mature. En fait, le comportement le plus enfantin que lui et Virgile ont, c'est de déconner ensemble comme le font des enfants, parce que leur amitié se fonde sur la déconnade commune. On peut avoir ce type de conduite avec ses amis même quand on a la trentaine. Ou la quarantaine. Ce qu'on retiendra de Richie, à part le fait qu'il donne parfaitement la réplique à Virgile dans ses activités de super-héros, c'est son passif familial. Son père est raciste, il en a honte et a beaucoup de mal à assumer cet état des choses. Ça justifie qu'il soit toujours un peu moins proactif et un peu plus en retrait que Virgile. Sinon, ces deux-là ne sont pas meilleurs amis pour rien, ils sont à peu près le même genre de personnes. Étant donné que son meilleur ami est dans le secret et que son love interest n'intéresse pas les scénaristes, les personnes qui rendront difficile à Virgile d'avoir une double identité, ce sera sa famille. Sa famille nucléaire, constituée de son père, Robert, et de sa sœur, Sharon. Sharon n'est pas sympa avec son frère, qui n'est pas sympa avec elle non plus, et... Y a pas de raison particulière. Quand on creuse un peu, on constate que ces deux-là ont de l'estime l'un pour l'autre, la même façon de raisonner, à peu près les mêmes valeurs. À tout casser, des deux, c'est Sharon qui est la plus indulgente avec le monde extérieur. Mais on dirait qu'ils se sentent tenus par contrat de ne pas s'entendre parce qu'ils sont frères et sœurs. Ils n'arrêtent pas de s'envoyer des piques. Sharon critique son frère parce qu'il est toujours trop occupé pour faire les corvées, et Virgile critique sa sœur parce qu'il n'aime pas sa cuisine. Bah fais la cuisine toi-même, du con! Cette situation n'évoluera jamais, parce qu'il n'y a pas de malentendu ou de dysfonctionnement là-dessous. Sharon n'a pas une fausse image de son frère qu'il faudrait démentir. Elle se doute que son manque de disponibilité cache quelque chose qui mérite d'être pris au sérieux, et elle le connaît assez pour reconnaître sa personnalité en statique et le soupçonner de l'être. Mais elle ne sera jamais sympa avec son frère. On n'essaie pas de faire du pathos sur sa relation avec lui. Ils s'entendent comme chien et chat parce qu'ils sont frères et sœurs. Ils ont du respect et de l'estime l'un pour l'autre, mais c'est la famille, la vraie, celle qui est chiante. Attention, Sharon n'est pas un personnage antipathique pour autant. Elle est intelligente, responsable, elle a pas mal d'activités associatives très utiles, aide beaucoup de monde, et il y a même deux criminels qui redeviennent honnêtes grâce à ses encouragements. Mais c'est une sœur qui joue son rôle de sœur. Quand on veut faire des scènes touchantes sur le rapport de Virgile à sa famille, on le fait plutôt interagir avec son père. Son père est un personnage formidable. Sans avoir de super pouvoirs, c'est lui le vrai héros de la famille. Il dirige une maison de quartier qui aide des jeunes défavorisés et est à l'origine de la plupart des activités associatives de ses enfants. Apparemment, il a eu une sacrée jeunesse, car il connaît un paquet de gens importants, comme Shaquille O'Neal. Il est assez clair que la personnalité de Virgile, qui fait de lui le héros qu'il est, a été forgée par son père. On constate dans un épisode que Virgile tient pas mal de sa mère aussi. Comme on l'a dit, elle était médecin urgentiste et n'hésitait pas à se mettre en danger pour sauver des vies. Elle en est d'ailleurs morte. Dur de distinguer, les deux parents étaient le même genre de personnes, des héros du quotidien, qui même sans maîtriser l'électricité statique, améliorent la vie des autres en s'investissant et en faisant de leur mieux. Mais Jane Hawkins est morte au moment de notre histoire, et même si d'assez nombreux dialogues portant sur les difficultés de Virgile à en faire son deuil font de son souvenir un sujet central de communion pour la famille Hawkins, c'est surtout son mari dont on suivra le quotidien. Et il aura toutes les occasions de nous impressionner par sa sagesse, sa bonté et sa patience. Chose intéressante, Monsieur Hawkins se méfie de Static au début. Il lui reconnaît de vouloir bien faire, car il faudrait être Jonah Jameson pour croire le contraire, mais le soupçonne de ne pas trop savoir ce qu'il fait. Comme on l'a dit, c'est DC, pas Marvel, et puisque cette situation ne pourrait tenir sur la durée qu'avec une forte dose de mauvaise foi, elle ne dure pas longtemps. D'un point de vue thématique, cette situation initiale est liée au fait que Monsieur Hawkins est là pour prouver aux spectateurs qu'on peut faire la différence même en n'ayant pas de super pouvoir. Et même que les problèmes ordinaires des gens ordinaires doivent, dans le meilleur des cas, être traités avec patience et raison, pas avec des super pouvoirs. Sharon partage un peu ce rôle avec lui. Comme on a dit, deux criminels trouvent la voie de la rédemption grâce à elle au cours de la série. Le premier est juste un ancien détenu fraîchement libéré, auprès de qui elle joue le rôle d'assistante sociale pour aider à sa réinsertion. Son influence l'empêche de retomber dans la criminalité lorsqu'il est accusé à tort d'incidents arrivés dans le secteur. Le deuxième est son petit ami. Enfin, il ne commence pas dans la série en tant que son petit ami, mais il passe du côté lumineux en commençant à sortir avec elle, et contrairement à la vie amoureuse de Virgile, celle de Sharon ne tombe pas dans un trou du scénario au fil des saisons, donc ils restent ensemble jusqu'à la fin de la série. C'est satisfaisant, ce personnage a d'emblée été introduit comme ambivalent. Il aurait été frustrant qu'il reste du côté obscur. Adam Evans, alias l'homme caoutchouc, n'est pas devenu un super criminel tout de suite après que ses pouvoirs se soient déclarés. Faut dire qu'il est visiblement légèrement plus âgé que les autres enfants du chaos, ou du moins il a des raisons d'être légèrement plus mature. Il n'est plus au lycée et a déjà l'expérience du marché du travail. Mais surtout, il a un talent et une passion dans la vie. Il compose de la musique. C'est le jour où un mafieux lui vole un de ses morceaux pour le vendre à une star de la chanson sans lui verser le moindre droit dessus, qu'il pète les plombs et utilise ses pouvoirs pour se venger de ceux qui l'ont floué, en les agressant violemment et en tentant de les tuer. Lorsqu'il l'affronte, Static essaye de lui expliquer que sa colère est légitime mais pas ses méthodes. Adam ne veut rien entendre et Static est obligé de l'arrêter. Dans Batman, on aurait sans doute bien pris la peine de montrer à quel point Adam est prisonnier de ses propres passions et ne peut être raisonné. L'épisode aurait été beau et tragique, mais pas frustrant. Ici, au contraire, on n'a pas le sentiment d'une tragédie, mais d'un loupé. On n'a pas tellement vu Adam être prisonnier de ses pulsions meurtrières. Quand il a l'occasion de s'en prendre à Static, il y renonce parce que ce n'est pas son ennemi. On a le sentiment que Static n'a pas eu assez de temps, a dû gérer les choses dans l'urgence et n'a pas pu éviter une issue qui aurait dû être évitée. Parce qu'on n'est pas dans Batman.
On n'est pas dans une série sur le destin qui pense que les criminels sont aveuglés par des certitudes sur lesquelles la raison n'a aucune prise et ne peuvent pas guérir de leur vilainie. On est dans Static Shock, qui croit qu'on peut revenir du côté obscur et avoir une rédemption définitive, complète et incontestable. Dans une série de super-héros, le maintien du statu quo est une force puissante qui oriente l'écriture des scénarios, et donc, comme on l'a dit précédemment, la thématique du destin qui nous tire vers notre point d'origine est présente dans Static Shock. Mais elle n'y est vraiment pas aussi prépondérante que dans Batman, et donc l'homme caoutchouc passe de vilain à héros. Ce qui est curieux, c'est que ce n'est finalement pas Static qui le sauve, mais Sharon, laissant entendre que Sharon est plus douée que Virgile pour raisonner les gens, même si concrètement elle a utilisé les mêmes mots que lui. Mais en tout cas, elle le sauve réellement. Tellement réellement que l'arc de la rédemption est filé sur plusieurs épisodes, ce qui est d'autant plus curieux que Static Shock est plus une série semi à suivre qu'une série à suivre, et que les différentes apparitions d'Adam sont entrecoupées d'épisodes n'ayant rien à voir, durant lesquels on ne sait pas ce qu'Adam devient. Bref, après avoir été arrêté par Static une première fois, l'homme caoutchouc s'évade de prison, et comme son pouvoir d'élasticité lui donne la possibilité de changer d'apparence, un peu à la façon de Plastic Man, il prend une nouvelle identité, et commence une brillante carrière de musicien sous cette identité-là. C'est sous cette identité qu'il commence à sortir avec Sharon. Malheureusement, il attire l'attention de Static en provoquant un incident dans l'un de ses concerts suite à une négligence de sécurité dans l'utilisation de ses effets pyrotechniques, et Virgile découvre par hasard qui il est vraiment. Privé de sa seconde chance d'être heureux, Adam manque de retomber dans la criminalité. Mais Sharon finit par le convaincre de se rendre à la police et de purger sa peine, avec la promesse qu'elle sera à ses côtés pour l'aider à démarrer une nouvelle vie à sa sortie. Et elle le fait, et du coup, lui ne replonge jamais. Il décide même de devenir un super-héros comme Static. Celui-ci se méfie dans un premier temps, parce qu'il a bien envie d'y croire, et n'a pas envie de se faire avoir, mais finit par comprendre qu'Adam est sincère, et ils finissent par avoir des relations cordiales. Enfin, aussi cordiales que celles qu'on peut avoir avec le gars qui sort avec ta sœur. C'est-à-dire pas si cordiales que ça au fond. Ce que l'homme caoutchouc, qui ne connaît pas l'identité secrète de Static, ne s'explique pas. Cette série ne véhicule aucune image faussement idéale de la famille. Elle a bien conscience que la famille, c'est les gens qu'on choisit pas et qu'on est obligé de se coltiner quand même. Adam finit même par réussir à avoir une vraie carrière dans la chanson, son image de marque de super-héros lui permettant de vendre assez bien ses disques. La série ne condamne pas non plus ce genre de méthode promotionnelle. Après tout, Static lui-même accepte de tourner dans des émissions de télé-réalité et dans le dernier clip de Little Romeo, le chanteur qui chante son générique dans la vraie vie. Après cette conclusion, la série ne sait plus trop quoi faire de l'homme caoutchouc, donc l'utilise très peu. Il finit par être au centre d'un épisode éducatif sur la dyslexie qu'on a déjà mentionné, qui n'est pas scandaleusement crétin, mais un peu concon quand même. Cela dit, il faut admettre que, quitte à choisir un personnage de Static Shock pour jouer un rôle de dyslexique, Adam était sans doute le plus adapté. On a déjà campé que bien qu'assez jeune il a abandonné les études, donc qu'il était probablement en difficulté scolaire, et le fait qu'il ait été en échec malgré sa bonne volonté justifie a posteriori la difficulté que Static a à le raisonner dans son premier épisode. Comme il est précisément le personnage qui, 1. a réellement réussi à s'en sortir, trouver une femme qu'il aime et une place dans la société, et 2. doit la majeure partie de son succès à une compétence totalement indépendante de ses super pouvoirs, la musique, son message est crédible lorsqu'il s'adresse directement aux spectateurs pour leur dire qu'on peut réussir dans la vie en étant dyslexique. Ce qui est dommage, c'est que cette histoire de dyslexie sorte vraiment de nulle part. L'autre truc qui sort de nulle part, c'est qu'il soit le frère d'un autre super vilain de la série, Ebon, ou Ombre selon les épisodes, la traduction n'est pas très constante comme on a dit. Ces deux personnages n'avaient strictement rien en commun, à part peut-être la forme de leur tête. Ebon, qui est doté du pouvoir de Shade dans la Ligue des Justiciers, a fondé dès les premiers jours qui ont suivi le Big Bang, un gang d'enfants du chaos exclus de la société à cause de leur transformation physique. Là encore, quitte à choisir un personnage de Static Shock pour trouver insupportable qu'Adam ait une seconde chance et vouloir le compromettre. Ebon était le bon choix. Le gars fonde sa réussite personnelle sur le fait que ses subalternes n'ont aucun espoir de trouver une place dans la société et sont obligés de le laisser régner en maître sur eux. Pas étonnant que voir son frère s'en sortir lui procure un sentiment d'insécurité. Dommage qu'on n'ait pas préparé ça un peu à l'avance, en introduisant d'emblée l'homme caoutchouc comme le frère d'Ebon. Dommage aussi qu'on décide à cette occasion que le prénom d'Ebon est Ivan. Leur nom de famille à tous les deux est Evans. Donc Ebon s'appelle Ivan Evans. Petit pas. C'est quand même moins pire que Petit Boy! On ne présentera pas davantage Ebon, ni les autres super vilains de la série. Ils sont nombreux, hauts en couleur, intéressants et c'est un vrai plaisir de les voir se fighter avec Static. Mais au final, le parcours personnel de Static et des autres gentils pour rester des gens bien malgré la dureté de leur situation est plus intéressant dans cette série que celui de ceux qui échouent et se laissent envahir par le côté obscur. Ils n'ont d'ailleurs pas plus intéressé les scénaristes que ça en tant que tel, au point qu'on nous présente comme une évidence pas nécessaire à justifier que deux enfants du chaos aient le même super pouvoir au seul motif qu'ils étaient associés auparavant, alors qu'a priori c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et la série s'autorise parfois à faire des choses qui n'ont techniquement aucun sens avec les enfants du chaos. Et à l'assumer. Du calme. Si tu réfléchis trop à la situation, ta tête va exploser. Ces personnages secondaires, même quand ils ne sont pas à proprement parler des super vilains, sont là pour fournir le problème du jour que Static devra résoudre, et pour rendre plus flagrant le mérite de tous les enfants du chaos qui s'en sortent, non plus généralement de tous ceux qui s'en sortent par la force de leur volonté. Redisons-le, ce n'est pas Batman. Ce n'est pas une série sur le caractère inéluctable du destin.
C'est au contraire une série sur le fait qu'on peut s'en sortir dans la vie, même quand on part très mal. Bref, Static Shock est une série qui trouve le moyen de combiner avec brio et astuce le réalisme et l'idéalisme, le docu-fiction et l'histoire de super-héros, le descriptif et l'inspirant, tout en donnant un espoir d'autant plus facile à ressentir qu'il se base sur des éléments très proches de ce à quoi ressemble la réalité du quotidien du spectateur. Pour avoir su trouver le moyen d'associer tous ces éléments sans se contredire, Static Shock mérite qu'on s'en souvienne. Twisted.